Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24 à la une de l'actualité. Des réponses aux questions concernant l'avenir du parti du Front populaire ivoirien. Depuis la rencontre entre les deux grandes personnalités de l'ancien parti au pouvoir, un accord a été pris sur la gestion et la gouvernance de la formation. Le diamant fait briller l'économie du Botswana avec une production record. Les économistes restent mitigés face à ces résultats qui révèlent une faiblesse de l'économie du pays, à savoir une économie peu diversifiée. Et enfin, de nouvelles réformes prises pour le CAMEX, centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation au Bénin. Ce centre, affilié à la Chambre de commerce et d'industrie du pays, permet de faciliter le règlement des litiges nés des relations commerciales. Mais tout d'abord, dans l'actualité, une manifestation a été violemment réprimée dans la ville de Labé, dans le centre de la Guinée, ce jeudi 23 janvier. 3 pertes en vie humaine ont été dénombrées parmi les manifestants dans des heurts avec les forces de sécurité. Labé est devenu un des centres de contestation du référendum constitutionnel qui pourrait permettre au chef de l'État Alpha Condé de briguer un 3e mandat. Ce vendredi, Labé se réveille dans l'inquiétude avec 2 manifestants tués par balle et un ambulancier pris à partie par les forces de sécurité. Cette situation peut donc engendrer un regain de tension selon les autorités locales. Quel avenir pour le parti du Front populaire ivoirien? Un accord a été pris lors de la rencontre des 2 grandes personnalités du parti au pouvoir. Le parti du Front populaire ivoirien a annoncé un changement majeur avant la présidentielle d'octobre 2020 avec l'ancien président Laurent Gbagbo qui en reprendra les rênes du parti, présidé actuellement par Pascal Afine-Guessane. En contrepartie, ce dernier devra en assurer l'intérim avec les pleins pouvoirs. Les précisions dans ce sujet de Victoria Sedji. Retour probable de l'ancien chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo sur la scène politique. Après leur rencontre début janvier, Laurent Gbagbo et Pascal Afine-Guessane préparent déjà le parti pour la présidentielle d'octobre 2020. Le 19 janvier, un communiqué officiel a annoncé une reconduction de l'ancien président ivoirien à la tête du parti présidé par Pascal Afine-Guessane. Ce dernier devrait être nommé premier vice-président du FPI et en assurer l'intérim avec plein pouvoir. Il y a un changement majeur si l'accord se concrétise, mais voyez-vous, les choses vont lentement. On ne sait pas quand et comment ça va effectivement se concrétiser. Donc, il faut rester vigilant. Sinon, si l'accord se concrétise, c'est bon. En tout cas, la rencontre déjà était quelque chose d'assez important parce que ce n'était pas évident. Les 2 personnalités avaient été séparées depuis l'envoi à la Cour pénale internationale de l'ex-président ivoirien en avril 2011. Son acquittement a suscité l'espoir chez ses nombreux partisans qui voyaient l'ancienne majorité présidentielle perdre de son poids. Accusé de auto-trahison, Pascal Afine-Guessane assurait jusque-là une présidence contestée du FPI depuis 2014. Ce n'est pas gagné, c'est un processus qui est lancé et il faut voir ce que ça va donner dans les semaines à venir. On va suivre ça et puis espérer que l'unité au FPI va permettre de renforcer le jeu démocratique. La reconfiguration du paysage politique ivoirien est au cœur de la polémique depuis plusieurs mois. Entre séparation d'anciens alliés et de nouvelles alliances scellées, certains préfèrent rester sceptiques. Scrutant la scène politique ivoirienne, ils décrivent la présidentielle de 2020 comme une équation à plusieurs inconnus. Toujours dans l'actualité, la milliardaire angolaise Isabel dos Santos, fille de l'ancien président José Eduardo dos Santos, se dit prête à se battre dans un communiqué publié ce jeudi 23 janvier où elle rejette les accusations portées contre elle. Un rejet qui fait suite à l'annonce du procureur général d'Angola, Elder Pitagro, ce mercredi 22 janvier de l'inculpation d'Isabel dos Santos. Cette dernière doit répondre à de nombreux chefs d'accusation comme la fraude, le détournement de fonds ou encore le blanchiment d'argent. La justice angolaise lance une procédure judiciaire contre elle quelques jours seulement après les révélations de Luanda Leaks publiées par le Consortium international des journalistes d'investigation.
À quelques mois seulement de la tenue de l'élection présidentielle au Burundi, prévue en mai 2020, le président sortant, Pierre Nkurunziza, rassure les populations en affirmant ne pas vouloir se présenter au prochain scrutin. Toutefois, l'Assemblée nationale a statué et adopté un nouveau projet de loi concernant la retraite présidentielle. Un nouveau projet de loi qui fait du chef de l'État sortant le guide patriotique, un titre symbolique mais pas que, puisque ce titre lui permettra de bénéficier d'avantages financiers et matériels importants. Un sujet de Neili Claude Ebessa, commentaire de Marcel Farba-Maoun. Au moment où le président burundais Pierre Nkurunziza rassure qu'il ne se présentera pas au scrutin présidentiel prévu en mai 2020, les parlementaires ont adopté un projet de loi portant sur la retraite du président sortant. Ce projet, qui élève le chef de l'État au rang de guide patriotique, lui accorde d'être traité dignement tout en lui faisant bénéficier d'avantages financiers et matériels importants. Un projet de retraite présidentielle uniquement appliqué au président burundais ayant accédé au pouvoir par la voie démocratique. On peut comprendre que l'Assemblée ait voulu privilégier des hommes qui ont été élus démocratiquement. Sauf que si vous prenez l'histoire de ce pays depuis 62 à nos jours, il n'y en a eu que deux. Pour eux, c'est plus facile d'exclure les poutistes, un peu comme Pierre Buyoya ou encore ceux qui sont arrivés par voie conventionnelle, tel qu'on le dit par rapport aux accords d'Arusha. Mais en même temps, ce n'est pas correct quand on veut réconcilier un pays par rapport à son histoire. Le projet de loi accordera également une allocation d'1 milliard de francs burundais à percevoir une fois que le président sortant quitte le pouvoir, un salaire à vie, un logement et les mêmes avantages qu'un vice-président en exercice. Sur le plan judiciaire, le président Nkurunziza continuera de bénéficier d'un privilège de juridiction devant la Cour suprême ainsi qu'un système de sécurité approprié. Cela n'est pas correct quand on connaît l'état de pauvreté de ce pays. La jurisprudence Nkurunziza, telle qu'on peut l'appeler, c'est quand même un mauvais signal. Ce n'est pas une bonne chose pour un pays qui est assez pauvre de donner autant de privilèges à un seul homme qui ne le mériterait pas en soi parce que son bilan n'est pas aussi positif qu'on pourrait le croire. L'actuel chef de l'État burundais Pierre Nkurunziza a déjà déclaré à plusieurs reprises depuis juin 2018 qu'il ne briguera pas un nouveau mandat en 2020. Le Burundi organisera 3 scrutins en mai 2020, notamment la présidentielle, les législatives et les élections dédiées aux conseillers municipaux. Le diamant fait briller l'économie du Botswana avec une production record, une production qui rassemble 80% des exportations du pays et 40% des recettes fiscales du Botswana. Grâce au secteur diamantaire, le Botswana a connu une ascension économique fulgurante. Néanmoins, le pays reste très dépendant au secteur diamantaire avec une économie peu diversifié, ce qui peut engendrer des risques liés à la volatilité des prix et à la demande. Un sujet de Philomène Tine. Abritant la mine à ciel ouvert la plus riche au monde avec une production annuelle variant entre 12,5 et 15 millions de carats, actuellement second producteur mondial de diamants après la Russie, le Botswana détient un énorme potentiel économique. Ce secteur diamantifère devrait permettre à la croissance du pays de rebondir à 4,6% en 2020. Le Botswana a connu une décennie de forte croissance économique ces 10 dernières années. C'est ce qui lui a valu le statut de pays à revenu intermédiaire. Mais cependant, la stabilité en Afrique de l'Ouest avec la Sierra Leone et en Afrique centrale avec l'Angola qui est dans les pleines de réformes structurelles pourrait susciter la baisse prochaine du cours du diamant sur le marché international. Alors, une telle baisse évidemment aura des conséquences économiques très désastreuses sur l'économie botswanaise qui va entraîner une pénurie de devises et qui va freiner la croissance des secteurs non diamantifères. Toutefois, la production de diamants du Botswana devrait prendre fin dans une quinzaine d'années. Les autorités du pays ont en effet opté pour la diversification économique vers des domaines prioritaires non miniers tels que l'agriculture, l'industrie, les nouvelles technologies ou encore les services. Le secteur diamantifère reste très vulnérable aux chocs exogènes. Et non seulement les chocs exogènes, mais même des chocs endogènes. Donc il est évident que si le Botswana veut pérenniser sa croissance économique, il va falloir que le Botswana élabore une stratégie en renforçant le capital humain, en établissant la bonne gouvernance dans le secteur diamantifère, en revoyant le cadre légal, en revoyant une fiscalité minière adaptée, et également dans le cadre d'une transition économique, en développant l'agriculture et également en développant les services de télécommunications. En avril 2019, la société d'État botswanaise Okavango Diamond Company a annoncé la découverte d'une pierre de diamant d'une taille de 20,46 carats au Botswana, le plus gros diamant jamais trouvé dans le pays.
Faciliter le règlement des litiges nés des relations commerciales au Bénin, c'est la mission assignée au Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation CAMEC de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Cependant, depuis près de 17 ans, le CAMEC n'a pas été réellement sollicité par des opérateurs économiques béninois. Face à ce constat, un administrateur provisoire de la Chambre de commerce a été mis en place un an auparavant, soit le 25 janvier 2019, un dispositif qui a permis aujourd'hui la mise en place de nouvelles réformes pour redynamiser le CAMEC. Les précisions de Lefty Ounou. Environ un an après l'installation d'Alain Hinkati, administrateur provisoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, de nouvelles dispositions sont adoptées au Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation CAMEC. Créé en 2003, cet organe de la CCIB est resté peu connu des opérateurs économiques béninois depuis près de 17 ans. Confronté à plusieurs difficultés, notamment la lourdeur administrative et le paiement des frais de prestation des services, de nouvelles mesures sont instaurées pour rendre le CAMEC attractif et en faire un partenaire privilégié des opérateurs économiques pour le règlement des litiges nés des relations commerciales. S'il s'agit des autres prestations du CAMEC, les frais qui étaient précédemment payés ont été réduits de près de 50%. Aujourd'hui, le barème a consacré les frais uniques que vous payez. Deuxième niveau, il y a une réduction substantielle au niveau des frais de médiation de l'ordre de 49% et de 61% pour les frais d'arbitrage. Parmi les 5 mesures majeures des réformes figurent l'exonération de frais de dépôt de dossier et l'exonération des frais de médiation, dont l'intérêt est de 0 à 10 millions de francs CFA pour tout litige. Quand vous voyez un peu que le CAMEC peut connaître aussi d'autres litiges entre nationaux et étrangers, c'est important donc que les opérateurs économiques, les entreprises se l'approprient. À noter que la création du CAMEC au niveau des chambres de commerce a été suggérée par l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OHADA, aux États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Depuis 2016, le CAMEC a rendu 7 sentences arbitrales au Bénin, dont 6 ont été exécutées sans demande des équatures. Au Tchad, la société publique Coton Tchad est au beau fixe. Depuis sa privatisation en 2018, l'État tchadien avait vendu 60% de ses parts de l'entreprise à la multinationale singapourienne Olam, une vente rescousse pour pallier ses difficultés budgétaires. Le pays a vu sa production de coton chuter de 171 000 tonnes à 35 000 tonnes en seulement 2 ans. Avant ce processus de privatisation, un drame pour la zone méridionale du pays où l'on estime à 4 milliards le nombre de personnes vivant directement de la filière. Aujourd'hui, l'entreprise fait cap vers une meilleure production à 180 000 tonnes pour la campagne 2019-2020. Un sujet de Philomentine. Partiellement privatisée à hauteur de 60%, soit plus de 9 milliards de francs CFA en avril 2018, la Société nationale Coton Tchad, auparavant sujette à un endettement très important, va mieux depuis. Pour un secteur si stratégique qu'est le coton au Tchad, cette privatisation n'avait pas manqué de soulever quelques inquiétudes auprès des producteurs. Mais la situation prévalait vu la baisse préoccupante de la production de coton dans le pays. La privatisation de la Société nationale cotonnière du Tchad, ça peut avoir quelques inconvénients économiques en termes de baisse de revenus, puisque le pays ne peut pas être autonome dans sa prise de décision. D'un autre côté, compte tenu de la baisse de niveau de productivité du coton, c'est une stratégie du gouvernement pour relancer le secteur cotonnier. La Coton Tchad fournit des engrais, des semences et outils aux producteurs. Elle détient le monopole de l'achat et de la commercialisation du coton graine au Tchad. Malgré le processus de réforme en 2012, en plus d'un montant de subvention de plus de 173 milliards de francs CFA sur 5 ans, la filière cotonnière se trouvait dans une impasse au Tchad.
Avant le pétrole, c'est le coton qui animait le circuit économique du Tchad pour les exportations. Si cette privatisation est bien cadrée, cela pourrait déjà aider cette entreprise qui est presque mourante et contribuer à la croissance du pays. Comme troisième produit d'exportation du Tchad, la filière coton a des années durant subi les contre-coups de la crise financière. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.